Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Ce soir, la rédaction accueille Bakar Ali Boto, premier adjoint au maire à la mairie de Mamoudzou. Bonsoir. Bonsoir. Et ce soir, c'est une édition spéciale que nous vous proposons. Et pour nous accompagner, Pierre Bellucci, rédacteur en chef du journal télévisé de KTV. Et Pierre, votre intervention va notamment porter sur une actualité plutôt brûlante. Effectivement, bonsoir Amina. Nous allons revenir sur ce qui s'est passé hier. Mahmoud Aziari n'a pas été maintenu à son poste de directeur de la CIM. Vous avez fait partie des 3 Mahorais qui ont voté contre. On vous accuse d'être coupable de ce qui s'est passé. Vous aurez l'occasion de vous expliquer plus tard dans notre édition. Je vous propose donc de revenir sur tout cela tout à l'heure au cours de notre journal. Mais d'abord, voici les titres de ce mercredi 13 mai. Le conflit continue à la BFC. Ce matin, les syndicats dénoncent les agissements de la direction qui refuserait de servir les Mahorais. Entre conflit social et conflit communautaire, le pas semble franchi. On pensait la page tournée, mais ce matin, à Longoni, les salariés de la Smart ont à nouveau bloqué le port. Ils accusent Idanel de porter atteinte à l'accord conclu il y a quelques semaines. Explication dans notre journal. Professeur, écrivain mais surtout militant, Richard Zingula était de passage à Mayotte cette semaine. À l'occasion de la sortie de son nouveau livre très engagé, nous sommes partis à sa rencontre. Reportage à la fin de notre édition. Le conflit continue et encore et toujours à la BFC. Ce matin, à leur arrivée, les salariés en grève ont eu la surprise de voir le portail enchaîné par la direction. Un acte qui en dit long sur la rupture des négociations et sur un conflit social qui vire une nouvelle fois au conflit communautaire. Explication dans ce sujet signé Pierre Bellucci. Ça chauffe à la BFC. Hier, la direction a envoyé un communiqué expliquant que les négociations progressaient et que des avancées pointaient le bout de leur nez. Une information démentie quelques heures plus tard par les syndicats qui n'ont toujours pas obtenu l'alignement salarial demandé. La pression monte et le conflit social semble se transformer en un conflit communautaire. En cause, la banque ne servirait plus que les Mzungu. Tout à l'heure, nous avons constaté des Mzungu, je ne veux pas dire des Mzungu qui sont venus, qui ont été servis, qui ont déposé des enveloppes, qui ont retrait des ordres de virement, alors que les Mahorais étaient là à se rassembler. À peine si on leur disait bonjour, ils ne disaient même pas bonjour à ces Mahorais. Donc on s'est dit, ben voilà, encore une fois, la discrimination se vérifie. Ils servent plus les Wazungu en laissant les Mahorais de côté. Donc moi j'appelle à la population de venir à la BFC réclamer leur dû, demander à ce qu'ils servent les Mahorais et non pas servir de façon discriminatoire aussi, parce que c'est la discrimination. Des propos virulents d'un représentant syndical repris en chœur par les personnes présentes qui se sentent elles aussi discriminées. Autre problème, si la grève à la banque continue, la Hilat al-Miraj prévue samedi pourrait ne pas avoir lieu. À un mois du Ramadan, la fête en l'honneur de la montée au ciel du prophète risque fort d'être gâchée par manque d'argent. Cette grève prend des tournures préoccupantes et inquiète une partie de la population. Reste maintenant à espérer qu'une sortie de crise puisse rapidement voir le jour. Les enseignants des lycées professionnels de Mayotte sont descendus dans la rue ce matin. Sur 363 professeurs concernés, seulement 90 étaient présents au défilé. Protestant contre la réforme des périodes de formation en milieu professionnel, ils ont été reçus au vice-rectorat dans la matinée. Reportage Shakila Issouf et Fred Soulaïmana. Les mouvements sociaux s'enchaînent et ce matin, c'était au tour des enseignants des lycées professionnels de faire entendre leurs revendications. Les moyens pour l'école, pas pour les rafales. On n'est pas content et sans concertation, de façon tout à fait unilatérale, le vice-rectorat a décidé de mettre en place une réforme qui ne nous convient pas. Alors oui.
Cette réforme, ça concerne essentiellement les PLP et ils veulent dédoubler les élèves qui partent en stage. Le vice-rectorat n'a pas consulté les professeurs et seuls les chefs d'établissement étaient au courant de cette nouvelle réforme. Un manque de concertation et des professeurs qui se plaignent de ne plus pouvoir assurer le suivi des élèves en stage. Ils considèrent cette réforme comme une perte de temps alors que jusqu'à maintenant tout fonctionnait bien et craignent des écarts de niveau en augmentation, des craintes que partagent les élèves. Déjà, quand on est en stage, on revient au lycée, on doit se mettre à niveau, tout ça. Et lorsque, par exemple, en ce mois de mai, si par exemple le groupe A est en stage et le groupe B est à l'école, le groupe B sera plus avancé. Et en mois de juin, le groupe B va partir en stage et le groupe A sera déjà en vacances. Pourquoi faire ainsi ? La période de formation au milieu professionnel est une étape importante pour la réussite des élèves. Cette réforme arrive en pleine période d'examen. Ainsi, pour ne pas les pénaliser, seulement un tiers des enseignants se sont mobilisés. Mais à l'issue de leur entretien avec le vice-rectorat, aucune avancée n'a vraiment été obtenue et la réforme devrait être appliquée. Pas sûr qu'après cela, les enseignants continuent d'assurer les examens. À Mathis, la grève s'est poursuivie ce matin avec une opération escargot. Les salariés disent avoir découvert la présence de chiens dans l'entrepôt de la société. Ils ont décidé de mener une nouvelle opération, une action coup de poing. Ils ont donc pris leur voiture pour ralentir la circulation. Une situation qui chaque jour connaît un nouveau rebondissement. On écoute l'un des salariés de Mathis au micro d'Abbas Alidi. Ça nous a choqués parce qu'hier, il nous a demandé de ne pas bloquer les routes et de venir au dépôt. Ce matin, on va au dépôt, on trouve des chiens. Du coup, là, il ne veut pas qu'on rentre au dépôt. La suite de ce mouvement, c'est de trouver encore une fois des négociations avec les personnes les plus haut placées pour qu'on puisse savoir d'où sortent ces chiens-là et savoir pour la suite, là où on va finir, si on doit continuer, on doit bien négocier pour trouver nos droits. A noter que cet après-midi, des discussions ont eu lieu et se sont poursuivies tard dans l'après-midi. Nous n'avons pas plus d'informations pour le moment. Réuni en Assemblée Générale, le personnel de SFR Mayotte s'est préparé ce matin pour mettre en place un mouvement de grève. Depuis 2001, aucun mouvement social n'avait été enregistré au sein de la société. Une situation peu commune donc pour les salariés qui s'inquiètent déjà des restructurations à venir. Reportage Shakila Youssouf et Fred Soulaïmana. Le malaise social n'a pas fini d'amener des salariés à s'organiser pour faire entendre leurs revendications. Les agents de la société SFR à Mayotte l'ont bien compris. Ils souhaitent se joindre à un mouvement de grève nationale pour la première fois dans l'histoire de l'île Lagon. C'est la première fois, c'est vraiment historique depuis 2001 qu'au sein de la SFR, nous avons décidé d'amener une action. La raison simple de cette Assemblée Générale aujourd'hui et ce débrayage, c'est que nous avons eu donc, en février la proposition d'un projet de restructuration par l'ancien directeur qui entre-temps est parti sur la métropole. Ce projet de restructuration donc, subit actuellement donc, des modifications importantes. Sans que les instances représentatives du personnel ne soient consultées. Ainsi, à la suite du mouvement national, les salariés de la société SFR vont déposer un préavis de grève. Ils réclament d'être consultés par leur direction avant que la restructuration n'ait lieu. Tout simplement, les instances souhaitent que la direction présente, en tout cas dans les meilleurs délais, une version de ce projet de restructuration pour soumission aux instances représentatives du personnel. Selon toute vraisemblance, les salariés du groupe s'apprêtent à entrer dans la danse des mouvements sociaux. La grève est prévue pour le 19 mai prochain. Affaire à suivre donc. Les salariés de la Smart étaient en colère ce matin et pour le montrer, ils ont bloqué l'accès au port de Longoni à l'aide d'un container. En cause, un courrier que les dirigeants de la Smart ont reçu et qui viendrait compromettre, selon eux, l'accord conclu il y a quelques semaines concernant l'exploitation du port. Des images signées Abbas Alidi et Fred Soulaïmana. On croyait les choses réglées, mais voilà que les salariés de la Smart font de nouveau parler d'eux. Ce matin, ils ont bloqué le portail d'accès du port de Longoni pour protester contre un courrier que leur a adressé la direction de Mayotte Channel Gateway et dont le contenu leur a semblé inapproprié. On a été appelé ce matin
Donc pour nous dire que le port, en tout cas le portail d'accès au port a été fermé par les agents de la SMART à la suite d'un courrier que Madame Nel, présidente de la MCG, a fait parvenir aux dirigeants de la SMART et à nous-mêmes. Je pense que c'est la manière dont le courrier a été écrite et adressé à la SMART. Une formation de grutier initialement mise en place par Mayotte Channel Gateway pour une remise à niveau de ses propres salariés et à laquelle les salariés de la SMART ont été invités à prendre part. Une sollicitation qu'ils ont du mal à comprendre, surtout que celle-ci intervient quelques semaines à peine après le conflit qui opposait la SMART et Mayotte Channel Gateway. Les points de discorde portant principalement sur l'installation de nouvelles grues, l'ouverture à la concurrence et la modernisation globale du port. Pour mettre fin aux tensions, un accord avait été trouvé entre les deux parties sous l'égide du conseil départemental, concluant un gel de la situation durant 2 ans. Les parties prenantes ne devaient revenir à la table des négociations qu'une fois ce délai passé. Avec l'épisode de ce matin, il semblerait que des éclaircissements doivent encore être apportés. Donc après avoir discuté avec la direction de la SMART et de la MCG, donc nous sommes parvenus donc, à un accord qu'on va mettre sur écrit et puis voilà, il diffuser. Avec ce nouvel accord, il y a fort à parier que les salariés de la SMART ne sont pas au bout de leur peine, car au vu des investissements réalisés, du côté de Mayotte Channel Gateway, les choses semblent bel et bien en marche vers une restructuration complète du port de Longoni. Et l'accès au port a été libéré dans la matinée. Les choses ont pris leur cours peu de temps après. Aucun incident n'a été déploré. Et maintenant, on place le débat et c'est vers vous que je me dirige, Pierre. Oui, donc comme je l'évoquais tout à l'heure en début de notre édition, si vous êtes ici ce soir, c'est avant tout parce qu'hier, Mahmoud Aziari n'a pas été maintenu à son poste de directeur de la CIM. Ma première question est très simple. Que lui reprochez-vous? Oui, je rappelle tout simplement qu'il ne s'agit pas d'une question de reproche. Il s'agit d'une question concernant un employeur et un employé dont l'employeur, à un moment donné, a considéré que compte tenu des conditions en place, les conditions ne permettent pas de continuer. Je rappelle rapidement, parce que pour ceux qui nous écoutent, que d'ailleurs je leur dis bonsoir, je rappelle que Mahmoud Aziari est arrivé à Mayotte, c'est-à-dire le directeur actuel de la CIM, parce que à Paris, l'État m'a fait confiance. Mahmoud Aziari n'était pas connu, et en plus, il n'était pas forcément à ce moment-là le meilleur candidat de l'époque. Aujourd'hui, ses compétences sont incontestables, c'est sûr. Mais à l'époque, il n'était pas forcément le meilleur candidat du moment. C'était en 2005. Je dis ça tout simplement parce que c'est un docteur en économie, en matière de finance, impeccable, irréprochable. Mais il n'a jamais fait auparavant de l'aménagement. Il n'a jamais géré auparavant une société immobilière. Donc il y a 2 matières qui concernent cette fonction, l'aménagement et la gestion immobilière, qui ne faisaient pas partie de son CV actuellement. Alors justement, je rappelle juste pour montrer la différence que lorsque nous sommes arrivés au sein du conseil d'administration en 2005, alors qu'au niveau Paris, on avait pratiquement tout réglé avec les fonctionnaires, les actionnaires, le préfet de l'époque, M. Brod, a déposé sur la table un CV venant d'un ancien directeur, enfin il était toujours en poste, d'une SEM à La Réunion. C'est un directeur qui était très connu dans le domaine, y compris au niveau national, qu'on avait d'ailleurs auparavant sollicité pour venir diriger la CIM, mais à cette époque-là, lorsque nous avons passé notre commande, il n'était pas disponible. Mais ce jour-là, son CV est arrivé sur la table et il a fallu que moi, je demande ou j'impose ma volonté, si on peut dire ceci ainsi, pour que le CV soit retiré. Alors, excusez-moi de vous interrompre. Oui. Vous dites l'avoir soutenu pour qu'il soit à ce poste. Vous êtes trompé? C'est ce que vous êtes en train de dire? Mais non, justement, parce que moi, je le connaissais mieux que quiconque. Je savais qu'il lui manquait l'aménagement, qu'il lui manquait la partie immobilière des choses, mais je savais aussi qu'il était capable de pouvoir continuer. En fait, j'avais fait interviewer ou j'ai organisé un entretien officieux avec l'ancien directeur de la CIM de l'époque
pour que ce directeur m'indique objectivement si M. Aziari pouvait être un bon candidat ou pas. Il m'a donné son diagnostic. Ce n'est pas la peine que je rentre dans le détail. Dans le diagnostic, la partie aménagement manquait et la partie gestion immobilière manquait aussi. Mais ce n'est pas la faute de M. Aziari à l'époque, puisque ça ne faisait pas partie de sa formation. Mais ce directeur m'a dit, bien qu'il lui manque ces éléments importants, mais avec le courage, avec la volonté, il pourra acquérir sur place le reste. C'est ce qu'il a fait. Je pense que c'est une bonne chose. C'est pour vous dire que quand on a la volonté de pouvoir aider ou donner la chance à quelqu'un, on peut le faire. C'est ce que j'ai fait et je ne regrette pas. Je l'aurais fait et je l'ai fait dans le cadre de la responsabilisation des Mahorais à l'époque. Et c'est un combat qui continue, qui n'est pas gagné encore. Je l'ai fait aussi dans le cadre du fait de pouvoir montrer qu'à Mayotte, nous avons la possibilité, nous avions et nous avons encore la possibilité de pouvoir faire vivre ensemble les communautés. La communauté mahoraise qui est majoritaire, mais la communauté métropolitaine et les autres communautés, c'est donc le combat qu'il faut continuer. Il ne faut pas se tromper de combat en opposant les uns contre les autres. C'est un combat perdu d'avance et qui est d'arrière-garde. C'est lui, le dernier que je viens d'évoquer. Voilà pourquoi on a fait ça. Et je ne regrette pas. Justement, par rapport à ce que vous venez de dire, on vous affuble de traîtrise, de l'avoir trahi, d'avoir profité de la situation. Qu'en est-il? Quelle situation? Quelle situation? Décrivez-vous. Maintenant, aussi, c'est une traîtrise. Le fait que... Vous l'avez soutenu? Qui? Vous avez soutenu dans un oui, premier temps. Je l'ai soutenu. Aujourd'hui, vous êtes en train de nous dire qu'il n'était pas... Je pourrais même dire que je l'ai pistonné, si vous voulez, pour qu'il arrive à ce poste-là. On peut dire ça comme ça. Puisque je vous dis, c'est pas parce que lui, il était connu. C'est pas parce que lui, son CV militait pour qu'il soit recruté parce qu'il était le meilleur à ce moment-là. C'est tout simplement parce que l'État m'a fait confiance à ce moment-là. Parce que l'État a vu ce que j'ai proposé et ce que l'investissement que j'avais fait auparavant. Je rappelle qu'il y avait fait ses preuves depuis. Avant qu'il arrive, il y avait déjà d'autres qui sont arrivés, qui ont mis en place le plan de redressement. Vous m'avez pas répondu. Il a fait ses preuves depuis quand même. Il a remonté la situation. Oui, mais il a fait 10 ans. Oui. Je rappelle. C'est-à-dire qu'il a été renouvelé une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Mais c'est une bonne chose qu'il ait fait 10 ans. Il a démontré... Vous estimez qu'aujourd'hui, il n'est plus à la hauteur? Non. Il n'a jamais été question, y compris au niveau du conseil d'administration, qui s'est très bien passé, qu'il n'était pas à la hauteur. C'est que nous avons dit, il a pu bénéficier de ces éléments qui lui manquaient maintenant. Donc il a enrichi son expérience. C'est bien. Mais maintenant, ce qu'on me dit, il s'agit d'un employé, d'un employeur et d'un employé. Quand il y a des difficultés, ce qui est le cas, entre l'employeur et l'employé, il y a des conclusions à tirer. Quelles difficultés? Oui, mais au niveau du conseil d'administration, vous avez suivi les médias, vous suivez tous les jours, les combats qu'on entend, les manifestations qu'on a. Est-ce que vous considérez, vous, normal qu'il y ait des manifestations pour soutenir quelqu'un qui est en difficulté avec son professeur, avec son employeur? Est-ce que vous, ici, à Kouizi, vous ferez ça quand l'un de vous est en difficulté? C'est pas comme ça qu'on règle les problèmes. Justement, excusez-moi de vous interrompre. On va écouter Abdou Sandati sur notre plateau ce matin. Mahmoud Aziari et tout le monde savaient qu'on va le dégager de la CIM, ça c'est sûr. Oui, mais ça c'est une réalité. Mais qu'est-ce qui s'est passé hier? Hier, ce qui s'est passé... Les élus mahorais ont lâché, j'oserais dire le mot, les élus mahorais ont lâché Mahmoud Aziari. Ce qui est dommage parce qu'on est là en train de dire il faut défendre les intérêts des Mahorais. Et quand je vois que ce sont des élus mahorais qui osent faire ça à Mahmoud, je suis écœurée. Je vois sur ces images, elle dit qu'elle est écœurée, que vous n'avez pas soutenu un Mahorais. Qu'est-ce que cela vous inspire? Voilà. Juste avant de répondre à la question, je pose, pour répondre à la question de tout à l'heure, est-il une traîtrise le fait que les trois principales institutions de Mayotte, à savoir l'État, le Conseil général et la commune de Mamoudzou, ont décidé de travailler ensemble en bonne intelligence dans l'ensemble des dossiers concernant le développement de Mayotte pour le bien-être et pour l'intérêt de la population? Est-ce que c'est une traîtrise? Est-ce que c'est un crime de pouvoir faire ça? Au contraire, je pense que ce n'est peut-être qu'une bonne chose. Pour quelle raison? Le bien-être? Oui, mais le développement de Mayotte, qui finance le développement de Mayotte? Qui met en place le développement de Mayotte? Ce sont des fonds, vous le savez, de l'État et de l'Europe, à 80% la plupart du temps. Ce sont des fonds du Conseil général, mais ce sont aussi des acteurs communaux
qui sont sur le terrain et qui appliquent et qui utilisent cet argent pour le bien-être de la population. On construit des routes, des écoles, tout ce que vous voudrez pour améliorer les conditions de vie de la population. Est-il un crime de pouvoir se mettre d'accord pour travailler ensemble? C'est ce que nous avons fait et c'est ce que nous avons considéré qu'il était important que nous travaillions ensemble et que nous coordonnons nos actions et nos décisions à chaque fois que c'est nécessaire. Et ça a été le cas. Et j'ai voté au nom de la commune de Mamoudzou. Bakary Ali Boto n'existe pas à ce niveau-là. Je n'avais pas à m'exprimer pour mes intérêts personnels ou pour mon opinion personnelle. Je l'ai dit au sein du conseil d'administration avant de voter. Donc je dis Bakary Ali Boto n'existe pas. C'est la commune de Mamoudzou, c'est la majorité municipale de Mamoudzou qui vote et j'ai voté dans le sens demandé par la majorité dont je fais partie. D'accord, donc si on vous suit, vous assumez votre vote, vous assumez complètement votre vote. Seulement hier, vous êtes passé par derrière. Vous n'êtes pas passé par devant, vous n'avez pas affronté la foule. Était-ce par honte? Non, pas par honte, parce que je ne suis pas suicidaire. Je ne suis pas suicidaire. Non, non, je ne suis pas suicidaire. J'étais là, j'ai vu les foules. Quand il y a un mouvement de foule comme ça, des gens qui ne se contrôlent pas, des gens qui sont dans cette... On ne prend pas le risque, sinon ça veut dire que je suis suicidaire. J'ai envie de continuer à travailler encore. Je vais parler de ce que vous avez vu tout à l'heure. Je pense que ces dames se trompent de combat. Les femmes leaders... Et tout ce que vous avez autour... Elles ne sont pas seules. Oui, j'allais dire, et tout ce qui était autour. Il ne s'agit pas d'un combat des Mahorais qu'on est en train de lâcher, parce que si c'était le cas, moi, je ne voterais pas. Mais il s'agit ici, à la fois de permettre à l'institution de fonctionner. Je rappelle que l'institution, la CIM aujourd'hui, en parlant de bilan, c'est vrai financièrement, il n'y a pas beaucoup de soucis, mais les constructions qui sont faites actuellement, ce sont des constructions pour, d'abord, les plus riches, notamment la communauté métropolitaine, c'est bien pour eux, ils ont les moyens, mais aussi pour les gens qui ont un pouvoir d'achat, souvent des cadres de la bourgeoisie mahoraise et des étrangers. La population locale, les plus démunis, dont la CIM a été créée en partie pour les cases CIM, il y a une époque de 40 ans et suivant, la CIM construisait 1000 logements sociaux en accession par an, depuis 10 ans. La CIM a construit moins de 300 logements sociaux en accession. Vous voyez la différence? Ça veut dire quoi? Pour les Mahorais, la CIM est morte depuis très longtemps. Donc pour vous, logement social égale logement à moindre prix? Mais le logement social coûte toujours moins cher. C'est normal parce que c'est fait pour... Vous parlez de bien-être? Mais non, le bien-être peut toujours avoir. Est-ce que vous croyez que le fait de faire des maisons de valeur, que j'aime bien, que moi personnellement je peux y habiter, vous aussi, mais les autres Mahorais, la majorité de la population, est-ce que vous considérez que le fait de voir ces maisons jolies, embellir la ville, les villes, et même ne pouvoir pas y avoir accès, trouvez-vous ça juste? Trouvez-vous ça normal? Il faut faire des maisons bas de gamme, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Non, pas bas de gamme. Je considère que c'est source de conflits et de délinquance. Je reviens sur les manifestants, ceux qu'on a vus là tout à l'heure et les autres. La plupart de ceux qui sont autour, parce que les artisans qui construisaient les calcines n'étaient pas là. Ils ne sont plus là. Ce sont des centaines de personnes qui ont été exclues de la société. Ceux qui étaient là, la plupart, soit sont des artisans qui travaillent actuellement, soit des personnes, souvent, qui ont envie de reproduire un peu le phénomène de la vie chère. C'est-à-dire certains croient qu'en faisant descendre des gens dans la rue, par manipulation, vont pouvoir, aux élections suivantes, pouvoir se présenter et se faire élire comme Ben Ali. Mais l'histoire ne se répète pas forcément de la même façon. Alors, et les Mahorais ont compris en plus. On parle aussi du lobby des grands groupes de BTP. Oui, mais vous savez, le lobby des grands groupes de BTP, ça, ce n'est pas une découverte. C'est des choses qui se passent partout dans le monde. Qui existent. Oui, mais à Métropole, ça existe aussi. En métropole, ça existe, dans le monde, en Amérique, partout. Mais c'est normal tout ça. Et où vous placez les artisans mahorais dans tout ça? Vous cautionnez donc? Non, je ne cautionne pas, je dis que c'est normal. Il y a une différence entre ce qui est normal, parce que c'est la société ainsi construite, et le fait de pouvoir lutter pour limiter les dégâts à ce niveau-là. Ce que nous autres, nous battons, c'est pour trouver un équilibre entre les différentes couches de la population. Je vous rappelle dans ce cas-là, pour ceux qui veulent se battre pour cela, il faut qu'ils choisissent leur place. La CIM n'est pas faite pour se battre contre les grands. La CIM n'est pas faite pour impulser un mouvement idéologique. La CIM, c'est une institution dont la mission essentielle est de construire des logements pour la population la moins favorisée, c'est ça, et les autres aussi d'ailleurs, parce qu'il y a les logements intermédiaires, c'est sa mission essentielle. Mais ceux qui veulent faire de la politique, ceux qui veulent impulser une autre façon de voir, mais ils savent où aller. S'ils ne le savent pas, je le vais leur dire. Ce sont les partis politiques. Il faut qu'ils descendent dans l'arène. Moi, j'ai choisi, il y a 10 ans, de faire de la politique parce que j'avais des choses à dire. À Mayotte, les gens savent. Les gens qui étaient là m'ont vu. Quand je me battais, je ne faisais pas de calcul. Je me suis battu.
J'ai eu la chance en plus de travailler et de m'opposer souvent avec des personnalités aussi importantes comme M. Bamana, comme M. Marcelari, comme tout ce groupe-là qui était vers la fin. Mais ils étaient là. Moi, j'ai eu l'occasion de me battre. Pour eux, j'étais tout jeune. Et je prenais beaucoup de risques, mais je l'ai fait. Les Maoris le savaient. Quand je parlais à la télé à l'époque, tout le monde venait écouter, même les adversaires. Parce que j'ai osé, j'étais un espoir, un modèle à cette époque-là, parce qu'il fallait le faire. J'ai pris des risques. Pourquoi eux ne prennent pas de risques? Alors regardez justement, profiter je vous des interromps. situations qui ne sont pas faites pour manipuler les gens et les utiliser. Juste une seconde, regardez. Justement, vous parlez de personnes qui s'investissent, contre qui vous avez combattu. Regardez ces images, ça s'est passé hier. Faudrait dire comme Mahmoud Aziar à Mayotte. C'est un homme. Il ne vit pas de la politique comme Abdou comment il s'appelle, Ali Boto. Et le jour où la politique le lâchera, il est foutu. Et cet imbécile-là, il y a un an de cela, il est à nos maisons pour qu'on l'élise à la mairie. Pour son lame. Et je le dis aujourd'hui, c'est un con, c'est un imbécile, c'est un facho, c'est un lâche-botte. Je la considère comme ma mère. Ce sont des propos très virulents. Oui, mais c'est pas grave. Ça, c'est des choses. Moi, je la considère comme ma mère. J'ai d'ailleurs de bonnes relations avec elle. En plus, je suis l'ami de son fils, Hadji, que j'aime bien. Et je suis l'ami adoré de son mari, le commandant. Donc, rien que pour ça, je ne vais pas faire de commentaires. Maintenant, on revient sur l'essentiel, parce que là, c'est juste des anecdotes. On revient sur l'essentiel. C'est très intéressant, vous parliez de combat, elle est montée au front, la seule chose que je lui conseillerais, c'est à son âge, compte tenu de ce qu'elle a fait jusqu'à là, je pense que ça serait sage de rentrer à la maison et de rester. Et comme ça, nous irons la voir là-bas pour prendre des conseils. Elle n'est plus à descendre dans les rues. Moi, je supporte, j'accepte, j'encaisse. Certains n'encaisseront pas. Et je n'ai pas envie que ma mère, comme elle, risque d'avoir quelqu'un, lui beaucoup plus virulent, et peut-être qui ne peut pas supporter, qui rentre dedans et qui lui fasse du mal. Je l'aime bien. Vous pouvez poser une autre question si vous voulez. D'accord, je vous pose une autre question. Vous avez accepté de venir ce soir. Si nous vous escortions, justement, est-ce que vous pouvez nous en parler? Pourquoi vous escortez? Escorter, c'est un mot assez disproportionné, mais c'est tout à fait normal. Vous avez vu ce qui s'est passé hier? J'ai pas envie, je ne suis pas suicidaire. Vous avez reçu des menaces? Oh, mais vous avez entendu tout à l'heure. Vous avez été là-bas ou vous n'étiez pas au niveau de la CIM? Est-ce que vous avez reçu des menaces concrètes? Non, personnellement, non. C'est ce que j'entends par-ci, par-là, ce que je vois, ce que vous avez vu. Mais bon, vous mieux être prudent qu'autre chose. Je pense qu'on est à Mayotte. On ne va pas m'agresser. Pourquoi m'agresserait? Parce que je dis la vérité, parce que je dis ce que je pense, parce que je suis loyal. Puisque, parlant de loyauté, je l'ai dit, on m'a demandé au niveau de la mairie, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, par rapport à ce que vous avez vu, les entrepreneurs par exemple, vous savez les entrepreneurs qui étaient là et les autres qui ne sont pas là, j'ai eu l'occasion de leur dire, moi j'étais entrepreneur. Mais ces collègues, puisque j'ai été là, mais ils n'ont pas d'amis préférés, ils n'ont pas de cœur. Leur cœur et leurs amis, ce sont où c'est l'argent. C'est ceux qui leur donnent les moyens de survivre. Donc ils sont amis aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de dire ça à Mahmoud, ils ne seront pas amis demain s'ils trouvent quelqu'un d'autre. Et pour finir, je dis Mahmoud et les autres ont eu l'occasion, par là de combat pour la responsabilisation de Maoré, de former un autre jeune. Et on ne serait pas là aujourd'hui. Et le jeune est aussi à la CIM, M. Ahmed Mondouha, qui est un des brillants de notre génération. Pourquoi en 8 ans, M. Aziari n'a pas réussi à former Ahmed Mondouha, qui était le numéro 3 de la banque BFC, qui a été débauché pour la CIM. Pourquoi mon ami Mahmoud n'a pas réussi à former ce jeune, pour n'en parler pas d'autres, pour qu'aujourd'hui on n'ait pas ce problème? Il y aurait une succession naturelle. Même si ça peut arriver, nous sommes des hommes, on est mortels, tout est possible, le danger peut être là, les risques de la vie. Mais si ce jeune que je connais bien, qui est brillant, était formé, il a fait l'examen des écoles, je vous rappelle. Il a fait le bac E, le bac le plus difficile de France. Je l'ai fait aussi. Mais il n'y a pas de comparaison en dehors de ça. Pourquoi il n'a pas été formé en 8 ans? Merci beaucoup, Est-ce que c'est aimer les Maoris pour toutes ces précisions. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau et de nous avoir répondu. Carly Boto, vous êtes premier adjoint à la mairie de Mamoudzou. Je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce mercredi 13 mai, présenté par vous, Pierre Bellucci. Ce matin, aux alentours de 8 h, un barrage a été dressé par des élèves à Magicavo-Koropa. En réponse à la grève Matisse, les jeunes qui ne pouvaient se rendre à l'école ont décidé à leur tour d'employer les grands moyens. L'opération Escargot a donc été stoppée par ce barrage.
Les grévistes, aidés par la police, sont alors sortis des véhicules pour tout déblayer en quelques minutes. A noter que plus tard dans la journée, proche du barrage, un gradé du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie a été blessé à la tête par un parpaing. Il a été évacué d'urgence au CHM. Nous en parlions hier, les commerçants de l'ancien marché avaient installé leur stand sur le parvis du marché de Mamoudzou. Dans la matinée de mardi, la police est venue déloger les commerçants dans les cris et les larmes. Aujourd'hui, ces commerçants ont entamé une marche en direction de la préfecture avant de rebrousser chemin et d'atterrir au conseil départemental. Ils ont été reçus par le président Souabadine Ramadani qui leur a confié ne pas pouvoir agir pour le moment. En effet, des discussions doivent avoir lieu prochainement entre le conseil départemental, la mairie et la CCI. Les commerçants sont donc contraints pour l'heure de patienter. L'Union des chambres de commerce et d'industrie de l'océan Indien prépare son plan d'action en soutien au développement des échanges régionaux. En marge de la Foire internationale de Madagascar 2015, une réunion s'est tenue afin de discuter de la mise en œuvre du programme de renforcement des capacités commerciales dans l'océan Indien. D'une durée de 3 ans, le programme est financé par l'Agence française de développement à hauteur de 2,4 millions d'euros. Ce plan vise à soutenir le développement entre les Comores, Madagascar, Maurice, Mayotte, La Réunion et les Seychelles. Un pas en avant pour une coopération indispensable au développement de chacun des territoires concernés. Et l'information vient de tomber. Les négociations au sein de la société de transport Matisse ont échoué. La grève sera donc reconduite lundi. Depuis plusieurs jours, Richard Zingula, professeur de technologie et écrivain, se trouve à Mayotte pour présenter son nouveau livre. Dans un premier ouvrage intitulé Du Kikongo au Shimaoré, en passant par le français, l'auteur s'est penché sur l'apport linguistique du Kikongo aux différents parlers des Comores et de l'histoire du peuplement des îles Comores par les Congos venus de l'Afrique centrale. Cette fois-ci, il s'est intéressé aux vêtements et à leur production. Un portrait signé Pierre Bellucci. D'origine congolaise, Richard Zingula est de retour sur Mayotte pour présenter son nouvel ouvrage intitulé SAP. Pour ce nouveau livre, il a souhaité évoquer l'univers des vêtements en partant d'un constat simple. Les personnes d'origine africaine aiment se vêtir. Problème, la plupart des pays d'Afrique ne produisent pas de vêtements et sont donc contraints de les importer. Et Mayotte ne déroge pas à cette règle. Le Maoré est stylé. Il est tiré à 4 épingles, que ce soit les femmes comme les hommes. Observez dans la rue, vous allez voir que les femmes sont bien parées et les hommes pareils. Et ça, voilà, donc le constat qu'on peut faire pour les pays d'Afrique, pour le Congo, qui est la capitale de la SAP par excellence, mais on peut le transposer ici finalement. On consomme, qu'est-ce qu'on produit? Sens et finalité, donc donner du sens à la démarche, à l'entreprise, finalement, à ce que nous faisons, à la consommation. Produire et consommer des vêtements locaux, un combat que Richard Zingula a souhaité faire sien par le biais de son second ouvrage. C'est un combat, moi je trouve légitime. Et tout le monde doit mener ce combat-là, où qu'il soit. On ne peut pas aller acheter la tomate venue du Brésil alors qu'on a des producteurs locaux qui demandent qu'à être encouragés par la consommation, les consommateurs que nous sommes. Donc en fait, j'ai choisi la SAP, mais évidemment on s'aperçoit que ce sujet, ou en tout cas ce combat, est transposable sur quasiment tous les secteurs d'activité. Mais c'est valable pour les Français, c'est valable pour le café, c'est valable pour le vêtement, c'est valable pour tous les secteurs d'activité. Engagé, ce défenseur de l'Afrique a mis 3 ans pour terminer SAP. Pour lui, son nouveau livre n'est qu'une étape de plus dans sa vie de militant. Il faut trouver des vecteurs pour dire un peu le ressenti. Moi, j'ai l'écriture, j'ai que ça comme arme, entre guillemets, pour dire un peu mon ressentiment par rapport à ces problématiques-là, finalement, qui touchent le continent africain. Ce sont ces solutions-là, me semble-t-il, mises bout à bout, qui viendront évidemment à bout de ces problèmes-là. Parce que aujourd'hui, aucun État africain, même pas l'Organisation des États d'Afrique, personne n'a pris la parole pour dire ce qui se passe. Les jeunes qui meurent au large, mais par centaines, quoi. Personne n'ose prendre la parole. Mais parce qu'en fait, on a des décideurs qui ne sont pas capables de proposer des solutions réelles et concrètes. Dès septembre prochain, Richard Zingula sera de retour sur Mayotte. Il revient pour enseigner, mais aussi pour continuer de trouver l'inspiration sur son île de cœur. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à nos invités. Je m'adresse à vous, Bakar Ali Boto, premier adjoint à la mairie de Mamoudzou.
Merci. Voilà, je voulais juste pour finir, on m'a demandé pourquoi, alors qu'on était trois élus mahorais qui ont voté pour le départ de M. Mamoudou, pourquoi toute la rancœur est dirigée contre Bakary Ali Boto. Je dis en fait, je pense parce que les gens pensent que je serai candidat au législatif 2017 et que dès à présent, ils veulent à tout prix m'éliminer pour pouvoir avoir le champ libre, c'est-à-dire un boulevard, parce qu'ils considèrent quelque part que je serai un candidat gênant. Donc, merci beaucoup Bakary Ali Boto, on aura le temps de le confirmer, cette information. Merci également à vous Pierre Bellucci, rédacteur en chef du journal télévisé de KTV. Merci beaucoup Amina et merci à vous. Merci et merci les Mahorais qui nous ont écoutés. Dans quelques instants, Ornella Perrine vous présentera la météo. À 19h35, vous serez en compagnie de l'invité du temps de parole. Il était ce matin au micro de Patrick Meillan. Jour férié oblige. La rédaction vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle édition. D'ici là, j'aurai le plaisir de vous retrouver samedi et dimanche soir à 19h dans les rendez-vous de l'info. Excellente soirée à vous sur KTV.